Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Pan-African Media TV Afrique. Bienvenue à tous dans le Talk Afrique. Dans un rapport de l'ONU sur la jeunesse et le développement du numérique, on peut noter que la numérisation transforme notre monde et offre des possibilités sans précédent d'accélérer le développement durable. Les technologies numériques telles que les appareils et services mobiles et l'intelligence artificielle contribuent à faire progresser les objectifs de développement durable. Dans cette émission, nous mettrons un accent particulier sur la jeunesse qui est au cœur des stratégies de développement. Et pour en parler, deux invités sur notre plateau. Assim Saba est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Merci. Nous parlions il y a quelque temps de cela du 3e sommet du G54 Afrique. Et nous revoilà cette fois-ci pour parler encore de jeunesse. Vous êtes coordonnateur général du G54 Afrique. Avec nous également Coulibaly Matogoma. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Heureux de vous avoir sur le plateau. Plaisir partagé. Un plaisir partagé. Très bien. Vous êtes membre de la coordination nationale, donc Côte d'Ivoire du G54 Afrique. Avec vous, messieurs, madame, nous allons discuter les questions de jeunesse. Notre objectif va être mis sur la jeunesse qui est ou qui devrait être au cœur des stratégies de développement. Tous les 12 août, le 12 août de chaque année, il y a une journée internationale dédiée à la jeunesse. Alors Assim, dites-moi, quel est le sens de cette journée pour vous en tant que jeune et en tant que coordonnateur du G54 Afrique? Ok, mais avant de parler même du sens de cette journée, voilà, je dois revenir un peu sur l'historique. C'est ce que c'est même cette journée. Très bien. Quand on parle de la journée internationale de la jeunesse, qu'est-ce que c'est? Il faut dire que depuis 1998, il y a les ministres en charge de la jeunesse qui se sont rassemblés pour essayer de donner la voix à la jeunesse. Donc après ce rassemblement, ils ont fait vraiment une doléance au niveau des Nations Unies pour qu'on puisse créer une journée vraiment pour célébrer la jeunesse. Alors pourquoi ont-ils décidé ou proposé qu'on donne la voix à la jeunesse, comme vous le dites? Non, parce que pour eux, arriver à un certain niveau, il faut savoir qu'on ne peut rien faire sans la jeunesse. Il faut toujours compter avec la jeunesse. Quand on prend les statistiques, la jeunesse est plus de 75%. Quand on regarde aussi de façon, ça dépend aussi, quand on parle de la jeunesse, aux Nations Unies, on va parler de 15-24 ans. Au niveau de l'OIF, on va parler de 15-29 ans. Au niveau maintenant de la Charte africaine de la jeunesse, on va parler de 15-35 ans. Donc ils se sont dit que cette frange de la jeunesse-là est un atout. Cette frange de la jeunesse peut apporter, cette frange de la jeunesse vraiment est un partenaire d'aujourd'hui. Parce que c'est cette frange de la jeunesse qui va diriger demain. Donc, pour pouvoir maîtriser les outils que nos gouvernements mettent en place, il faille que cette jeunesse puisse être en amont et en aval vraiment pour l'élaboration de tous ces documents-là. C'est pour cela qu'ils ont décidé vraiment d'associer la jeunesse vraiment dans l'élaboration en créant cette journée où chaque 12 août, on fait un stop pour parler un peu des acquis et parler également de tout ce qui est comme défi que la jeunesse doit relever. Et vous, pour vous, le sens, personnellement, coordonnateur, je suis fier d'avoir le sens parce que ça vient donner vraiment un tonus à la jeunesse. Parce que savoir que on vous prend à cœur, savoir que on veut vous associer vraiment à tout ce qui est comme politique publique, c'est déjà très bon. Et qu'il est reconnu des autres que vous êtes un maillon essentiel de la chaîne également. Et qu'on met tout en place pour vous accompagner, c'est une excellente chose. Oui. Très bien. Alors, Coulibaly Matogoma, c'est pratiquement la même question. Le sens pour vous, surtout en tant que femme, une journée qui est dédiée exclusivement à la jeunesse, pour promouvoir la jeunesse, qu'est-ce que cela revêt pour vous? Cela révèle un caractère particulier pour la jeunesse, dans la mesure où elle permet d'abord de faire un break, d'évaluer les défis et d'y apporter de potentielles solutions si il y a lieu réellement en fonction du cadre. Il s'agit réellement pour nous, jeunesse, à chaque 12 août, d'essayer de nous asseoir et de nous dire qu'il y a des acquis, certes, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
qu'il faille que nous nous levons et que nous nous mettons en marche afin que demain ne s'écrive pas sans nous, afin que nous nous accompagnons dans l'écriture du futur en fait. On a coutume d'entendre dire que ce qui se fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous. Est-ce que vous partagez cette assertion? Bien sûr, tout le monde est unanime dessus. Aujourd'hui, aucune politique publique ne peut avoir de la valeur sans la jeunesse. Parce que même si nous prenons l'exemple de l'agenda 2063, c'est la jeunesse en fait. Ceux qui l'ont écrit, ils ne seront pas, au bout des 50 prochaines années, ils ne seront plus en vie. Donc nous sommes réellement au cœur de toutes les stratégies mises en place, que ce soit nationale, internationale, régionale ou sous-régionale. Donc on ne peut vraiment rien faire sans la jeunesse. Ils l'ont compris et ils se sont dit qu'il fallait que réellement on s'asseye, qu'on mette en place une date à laquelle on va se souvenir des jeunes, à laquelle les jeunes eux-mêmes vont nous parler d'eux, vont proposer des solutions nous permettant réellement d'atteindre de meilleures solutions relativement aux difficultés qu'elles endurent. Très bien. On trouve encore aujourd'hui des parents dans la vie active qui ont tellement le souci de la réussite de leurs enfants qu'ils les prennent en charge pratiquement jusqu'à 40 ans, voire plus de 35 ans. Donc, les choix sont faits par les parents, ils estiment qu'ils sont bien en médecine, ils sont bien dans telle filière. Alors, est-ce que l'État, qui est en train de déployer des moyens, déployer des fonds pour la jeunesse, pourrait s'inscrire, un État pourrait s'inscrire dans cette dynamique et dire « je mets tous les fonds, pas besoin que vous puissiez me dire vos besoins, je sais que vous en avez besoin ». C'est ce que nous sommes en train de dire. Assim Saba, le faisant ainsi, est-ce que la jeunesse serait heureuse? Non, moi, vraiment sans langue de bois, je dirais non. Voilà, la jeunesse, comme on dit, la jeunesse c'est un passage. Ouais. Donc la jeunesse doit faire son choix. Voilà, comme on le dirait, quand un enfant grandit, il faut l'observer. Ouais. Il faut l'observer, ses faits et gestes. En fonction de ses faits et gestes, on peut l'orienter. L'enfant même a besoin d'encadrement. Donc quand on finit ce passage, on arrive à l'âge, on est jeune. Moi, c'est une petite anecdote la fois passée, j'ai regardé à la télévision où on posait des questions. Il y a des jeunes même qui étaient en master 2, qu'on dit demain tu deviens quoi, ils ne savent même pas. Ouais, un problème. C'est un problème. Donc c'est pas normal. Moi, selon moi, la jeunesse doit faire son choix. Ouais. Si tu veux devenir un maçon, sois le meilleur maçon. Très bien. Et parce que c'est ce que tu veux. Parce que quand tu fais quelque chose avec la foi, quand tu fais quelque chose avec la conviction, c'est sûr que tu vas t'y mettre. Oui. Et tu vas donner tout ce qui est à ton pouvoir vraiment pour réussir. Parce que c'est ce que tu as décidé de faire. Parce que les gens vont te juger demain parce que tu as décidé de faire cela. Très bien. Donc selon moi, on doit vraiment laisser la chance à la jeunesse vraiment de faire son choix. Quels sont les atouts que les jeunes ont à cette étape de la vie? On est enfant, adolescent, mais quand on est jeune jusqu'à un certain âge, quels sont les atouts au-delà du nombre que nous sommes? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en plein essor numérique. Ouais. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Il y en a tellement. Donc, il faudrait réellement que les jeunes essayent de s'accaparer cette période-là numérique, on va dire, de prendre ces solutions numériques à bras le corps afin de réellement trouver des solutions adéquate aux difficultés auxquelles elle est confrontée. Surtout que le thème de cette année pour la Journée internationale de la jeunesse, c'est jeunesse et numérique. Oui. Donc pour parler effectivement de ce que la jeunesse est capable de faire, comment elle peut se servir de la technologie. Oui. Et à côté de cela, il y a des défis liés à la numérisation. Oui, il y a des défis. Surtout, il y a un défi qui me tient vraiment à cœur, l'inégalité numérique. C'est-à-dire, expliquez-nous un peu. L'inégalité numérique, c'est quoi? C'est que tout le monde n'a pas accès au numérique. Alors qu'aujourd'hui, le numérique, réellement, c'est l'une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est l'une des solutions aux difficultés réelles auxquelles font face. Alors, comment cette inégalité-là se manifeste-t-elle? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Par exemple, tous les jeunes sur le territoire n'ont pas le même accès, vous le dire. Comment? Oui, tout le monde n'a pas accès à Internet. Okay. Il y a des gens qui n'ont pas encore de téléphone. Il y a des jeunes qui n'ont pas encore de téléphone, je vais dire d'Android, sans faire trop de publicité, pour pouvoir avoir accès à Internet, qui ne savent même pas que même si je n'ai pas eu la chance d'aller à un certain niveau, j'ai la capacité de suivre des cours en ligne, ils ne le savent pas. Donc il y a encore des jeunes à la traîne.
il faille réellement qu'on mette fin à cette inégalité-là. Et puis en plus de ça, il y a aussi la valorisation de l'innovation numérique qui est réellement valorisée par les organismes nationaux comme internationaux. Et les jeunes y trouveront leur compte, parce que la jeunesse, c'est à la fois le dynamisme, c'est les réflexions, c'est l'envie d'innover. Vous qui êtes coordonnateur de G54 Afrique, donc 54 pays d'Afrique, ce qu'elle est en train d'expliquer, les réalités, est-ce que les réalités sont les mêmes sur le continent? Oui, ce sont les mêmes. Quand on quitte de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique, le Maghreb arabe, les réalités sont les mêmes. Voilà, les réalités sont les mêmes. La question de l'accès à Internet, parfois aussi il y a les données aussi, les datas qui sont un peu coûteux. Donc il y a tout ça, vraiment les réalités sont les mêmes. D'accord, maintenant voyons comment est-ce que le G54 Afrique et les jeunes de Côte d'Ivoire ont marqué cette journée du 12 août cette année. Merci. Merci beaucoup pour cette journée du 12 août. Comme d'habitude, le G54 fait des activités éclatées. Au niveau de la coordination générale, ici nous avons organisé une activité où nous avons associé vraiment tout ce qui est comme institution. Nous avons eu la chance d'avoir la présence effective de plus de 6 ambassadeurs des pays africains accrédités en Côte d'Ivoire ici, et également les représentants des agences du système des Nations Unies qui sont venus vraiment voir qu'est-ce qu'on propose. Parce que nous avons décidé d'intervenir, d'ouvrir vraiment les causeries sur le thème de la journée, et également de partager les différents, tout ce qui est comme opportunités liées au TIC. Et en même temps, parler également de tout ce qui est comme opportunité d'emploi que la Côte d'Ivoire et également l'Union africaine et les autres pays offrent à la jeunesse. Donc nous avons organisé cette cérémonie-là pour essayer de parler de toutes ces opportunités-là. Et nous avons eu écho favorable parce que les jeunes qui étaient, quand on faisait un peu le checking, vraiment ils ont apprécié parce qu'ils sont venus. Ils ont appris beaucoup de choses avec, quand on parle de numérique, on ne peut pas parler sans parler de l'IA. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut tout faire. Il y a des jeunes qui ne savaient pas vraiment les opportunités que l'intelligence artificielle les offrait, mais quand ils sont venus, ils ont vraiment vu. Et nous sommes contents parce que quelque part, nous avons commencé un déclic et nous allons poursuivre cela. C'est dans ce sens-là également que nous avons profité, remettre officiellement les résolutions de la 3e édition de nos sommets que nous avons tenus ici en Côte d'Ivoire du 3 au 7 juin dernier. Dans ces résolutions-là, il y a des engagements forts que la jeunesse a essayé de prendre pour dire désormais, voyez ce que nous on fait pour le développement de l'Afrique sur tous les plans. Nous allons revenir sur ces résolutions pour en discuter un tout petit peu. Il y a une vingtaine d'années en arrière, ou peut-être plus d'une dizaine d'années en arrière, lorsqu'on parlait peut-être d'activités de jeunes, il y avait peut-être des gouvernants, des personnes d'un certain niveau, des anciens, qui aidaient les jeunes, qui organisaient, qui invitaient les jeunes. Aujourd'hui, c'est plus la même réalité. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez pris pratiquement tout à bras le corps depuis l'initiation, depuis la mise en œuvre, les discussions, et parfois même parmi les panélistes, il y a aussi des personnes qui sont jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Je suis plus heureuse déjà de voir ça, parce que quand on analyse un peu les choses, on sait au moins qu'on est parti d'un point A à un point B. Aujourd'hui, avant, on était dans un cadre où les jeunes étaient un peu surprotégés par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, là, au fur et à mesure, on arrive à nous ouvrir plus ou moins, je vais dire entre guillemets, des portes, afin que nos voix puissent porter, afin que nous puissions être entendus et que les solutions que nous proposons soient également prises en compte afin réellement de parvenir à cette Afrique prospère et riche que nous recherchons. Les portes sont ouvertes. Ce que beaucoup de personnes craignent parfois, c'est que quand les portes sont ouvertes, l'attitude de certains jeunes referme les portes. Aujourd'hui, les ambassadeurs, les représentants diplomatiques qui sont venus en confiance aux jeunes, de façon générale. C'est ce qui montre leur présence, n'est-ce pas? Alors, comment se manifeste de façon concrète la confiance de toutes ces institutions vis-à-vis des organisations de jeunes? Il faut dire que tout début n'est pas facile.
tout début n'est pas facile. Aujourd'hui, on voit que ces institutions, ceux qui sont censés de représenter leur pays au plan diplomatique ici en Côte d'Ivoire, se déplacent eux-mêmes pour venir juste assister à une invitation d'un groupe de jeunes, parce que ce n'est pas une invitation d'un État. Généralement, quand les ambassadeurs se déplacent, c'est que c'est seulement à l'invitation soit du président de la République ou du chef du gouvernement. Donc, quand tu vois les jeunes, les invités, nous, on est fiers. On dit que quelque part, il y a quelque chose qui est en train d'être fait. Parce que la confiance, pour avoir la confiance, vous l'avez signifié tout à l'heure, pour avoir la confiance aux jeunes, ce n'est pas facile. Mais nous sommes partis d'un point A depuis 2016 avec la confiance, avec les activités, parce que nous au G5K, nous avons décidé d'apporter tout ce que nous faisons. La majorité des activités, c'est des plaidoyers. Or, ces plaidoyers-là, on fait ça auprès de qui? Auprès des décideurs. Auprès des décideurs, quand ils voient que au départ, nous sommes passés d'un point A avec un tel projet, avec tel plaidoyer, quand on voit que on est presque à thème par rapport aux objectifs de ces plaidoyers, on va encore à un autre niveau. Quand ils voient, ils se disent, ah, ça c'est une organisation sérieuse, on peut aller les écouter et voir dans quelle mesure on peut faire ce brassage-là. Parce que nous, en tant que jeunes, on veut s'élever, mais ce n'est pas un conflit entre la jeunesse et puis l'autre génération. Aucunement. Non, donc c'est... C'est une transition, une collaboration. C'est une transition. Quand on parle aussi également de le brassage intergénérationnel, c'est ce que nous on veut promouvoir. Donc c'est pour cela, à toutes nos activités, nous faisons l'effort d'inviter ceux qui sont déjà sur le terrain, qui viennent aussi partager leurs expériences pour dire que c'est une question de génération et nous avons le devoir même d'apprendre auprès d'eux, de bénéficier de leurs conseils et aussi de proposer quelque chose vraiment qui peut aller au bien-être de tout le monde. Parce que pour nous, c'est pour tout le monde. Donc c'est pour cela qu'ils ont eu la confiance, ils sont déplacés pour venir. Ils sont restés même jusqu'à la fin. Même le coordonnateur principal des agents de succès des Nations Unies est resté jusqu'à la fin. Donc pour dire qu'eux-mêmes ils portent un intérêt particulier maintenant à ce que la jeunesse propose. Vous l'avez dit, avant, on organise et on dit les jeunes venez participer. Aujourd'hui, les jeunes même se lèvent sans moyens, ils se lèvent et disent voici ce qu'on veut faire. Désormais, nous, on propose. Quand on propose, on met l'accent sur ce que nous-mêmes, on est capable de faire. C'est ça. Donc, on ne va plus indexer X est à la base de nos malheurs, X a fait ça. Non. Donc, on met l'accent sur nous-mêmes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer. Donc quand ils ont vu, oui, mais le paradigme est en train d'être changé. Très bien. Donc il faut les accompagner, il faut venir les soutenir. Donc c'est pour cela qu'ils étaient là. Il faut les accompagner, il faut les soutenir. Il y a une remise officielle de documents, de résolutions, donc de documents dans lesquels les résolutions sont contenues. Quelle est la portée de cette remise officielle, au-delà des prises de vue, de l'aspect médiatique? Quel est le sens profond de la chose? Le sens réellement, c'est de comment est-ce que je peux dire ça, Prêtez-lui le mot, c'est le coordonnateur. Au fait, il s'agit réellement de faire en sorte qu'ils puissent nous aider à aller de l'avant. C'est-à-dire, comme le coordinateur l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas y aller seul. Ce n'est pas une guerre intergénérationnelle. Raison pour laquelle nous sommes venus vers eux. Nous les avons présenté ce que nous avons comme projet pour les jeunes et qu'ensemble nous puissions y aller en nous donnant ensemble les mains dans la main afin de pouvoir aller de l'avant. Donc on regarde du monde entier et dire que nous vous remettons ces documents. Nous sommes à votre disposition en cas d'échange pour approfondir. Nous sommes là, mais nous sommes prêts à en discuter. Maintenant, quel est le contenu? Vous allez faire un additif certainement, mais dites-nous aussi le contenu de ces résolutions. Avant de parler un peu du contenu, il faut dire que en remettant les résolutions, acquis des droits, d'abord au gouvernement, aux partenaires, parce que généralement on constate que lorsqu'on finit une activité, un sommet ou un forum de jeunes, les résolutions restent dans les tiroirs. Et puis on pense à l'année prochaine. Nous, en leur remettant cela, on vise des objectifs. Très bien. On dit le document que nous on vous remet,
Dans ce document, il y a la stratégie J5K 2030. Dans la stratégie, nous avons deux plans, un plan triennal et un plan quinquennal dedans. Vous, demain, vous pouvez nous évaluer. Ouais. En 2016, bien en 2024, vous avez organisé telle activité. Aujourd'hui, vous venez vers nous. Quelles sont les résolutions qui ont été atteintes? Ouais. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a n'a pas été fait? Vous n'avez pas peur de l'évaluation. Voilà, l'évaluation, en fait, entre leur remettant, en fait, on se met aussi la pression vers nous-mêmes pour dire, on les a remis. Dans ces résolutions, il y a les engagements. Les engagements à plusieurs niveaux. Dans les résolutions, il y a l'appel d'Abidjan qui prend plusieurs niveaux. Maintenant, quand on va se retrouver pour faire l'évaluation, quel est le degré de l'atteinte de ces résultats-là? Eux ici, ils peuvent nous évaluer. Très bien. Et nous également, on peut nous-mêmes nous évaluer. Une façon de montrer votre maturité et votre niveau de responsabilité. C'est ça. À vous préparer à travailler aussi dans les grandes institutions demain, à diriger, C'est ça. à diriger le pays. Quel est le contenu? Le contenu de ces résolutions, il y a le contenu en deux phases. Ok. Voilà, la première phase, ce sont la stratégie qu'on appelle la stratégie G54 Afrique 2030. Dans la stratégie G54 Afrique 2030, nous avons 7 grands axes d'intervention. Dans les 7 grands axes, c'est comme la politique. Okay. La politique, quand on dessine un peu, nous allons voir des programmes spécifiques. Très bien. Des programmes spécifiques. Et dans ces programmes-là, nous avons des projets. Bien. Maintenant, quand on un plan d'action stratégique. Voilà, un plan d'action stratégique. Comme en Côte d'Ivoire, on parle du PND. Okay. Le PND, c'est le plan global. Très bien. Maintenant, dans le plan global, chaque secteur a ses directives. Très bien. Parlez du deuxième aspect de ces résolutions. Le deuxième aspect de ces résolutions, c'est les recommandations. Okay. Les recommandations au niveau du gouvernement, les recommandations au niveau des partenaires, et les recommandations également au niveau même des jeunes. Ça nous intéresse, entre autres. De quoi il est question au niveau des recommandations, au niveau des jeunes? Au niveau des jeunes, les jeunes ont décidé, comme c'est les recommandations, c'est eux-mêmes qui ont décidé, les jeunes ont décidé vraiment de s'engager dans la mise en place de différentes politiques publiques. Ouais. C'est une grande recommandation. Prendre le pas. On va prendre le pas. Ouais. Les jeunes veulent être des acteurs de la mise en œuvre de ces grandes politiques publiques de nos différents États, de l'Union africaine. On parlera de l'agenda 2063 de l'Union africaine. On parlera d'autres instruments stratégiques de l'Union africaine et également d'autres instruments de nos pays. Donc, dans l'engagement fort là-bas, les jeunes ont décidé de prendre part. Très bien. Et les jeunes également ont décidé de restituer tout ce qui a été fait ici à Abidjan. Oui. Parce que tout le monde n'a pas pu participer, c'était très très sélectif, mais c'était en hybride, en présentiel et également en ligne. Tous les pays ont participé en ligne, mais d'autres, ceux qui ont participé, doivent faire le retour, la restitution auprès vraiment de leurs jeunes. Donc ça aussi, ils ont décidé vraiment de faire la restitution et également, ils ont décidé également d'être des porte-flambeaux de tous ces engagements-là. Quand ils vont se retourner, ils seront des porte-flambeaux, ils vont vraiment avec ces engagements, les ambassadeurs, aller vers qui des droits pour dire désormais, quand on dit gouvernement, qu'est-ce que la jeunesse a demandé que le gouvernement fasse, ou bien qu'est-ce que la jeunesse a demandé que le gouvernement accentue. Très bien. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est les deux grands pans. D'abord la stratégie, ce qu'on doit faire, et puis deuxièmement, ça c'est les recommandations, puis également les recommandations qui sont incluses dans le document qu'on appelle l'appel d'Abidjan, où vraiment la jeunesse prend l'engagement d'être des acteurs, parce que pour elle, le développement ne peut pas se faire sans elle. Très bien. Le sujet est très intéressant, très bien déployé, très bien développé, d'autant plus que nous sommes avec des jeunes dynamiques qui déploient leur stratégie, qui font la restitution de leurs convictions. Nous sommes à moins de 2 minutes de la fin de cette émission. Il y a des grandes questions qui touchent la jeunesse, notamment l'emploi, pourquoi pas la santé, le développement, etc. Voilà, la question de la paix et de la sécurité. Vous, en tant que jeune, comment les jeunes peuvent-ils contribuer à résoudre ou à apporter des solutions idoines et durables à ces questions? Les jeunes peuvent contribuer à résoudre ces problèmes en se rapprochant plus des pouvoirs publics, en se rapprochant plus des organisations internationales qui ont mis en place des stratégies permettant réellement d'endiguer
ces phénomènes-là ou ces difficultés que vivent les jeunes. C'est de réellement, j'appelle réellement la jeunesse à sortir de leur zone de confort. Personne ne viendra écrire l'histoire pour nous. Nous avons l'obligation d'écrire notre histoire. Un mot pour les femmes également. Oui, les femmes, nous sommes dans un cadre où les femmes pensent qu'elles auront de la place en se fiant au favoritisme. Je dis non. Il faudrait que nous revendiquions notre place en réellement nous formant, en nous mettant au même niveau que les hommes. C'est pas parce que nous sommes une femme qu'on a droit à telle ou telle place. C'est parce que nous avons la capacité de faire face aux responsabilités qui sont dues à ce rang-là. C'est pourquoi on nous met là. Donc j'appelle réellement les femmes, les jeunes filles à se former, à se frotter aux organisations, à réellement participer aux activités de jeunes. Et à faire leurs preuves, et à faire pour leurs mériter preuves. la confiance. Exactement, à faire leurs preuves et à faire en sorte que cette égalité homme et femme là soit réelle. Nous sommes à la fin de l'émission. Hein. Monsieur le coordonnateur, ce qu'elle vient de dire nous fait partir à la conclusion. Assim Saba, merci. Vous êtes coordonnateur général du G54 Afrique. Également, Koulibaly Matogoma, membre de la coordination nationale Côte d'Ivoire du G54 Afrique. Merci, monsieur et madame, d'être venus à cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.